Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de Wikipédia qui refont un petit peu son interface avec quelques nouveautés. C'est juste après ça. Alors les amis, au programme de ce matin, je vous montre mon écran. On démarre donc comme je l'ai annoncé avec Wikipédia. Et un article du blog du modérateur qui annonce donc que Wikipédia améliore son interface. Il y a une refonte en fait qui est passée. On détaillera ça tous ensemble. Ensuite, une actu de l'éclaireur Fnac qui nous confirme voilà, quelque chose qu'on avait vu la dernière fois, enfin dont on avait parlé la dernière fois. C'est-à-dire que Twitter a bel et bien bloqué les applis tierces en fait, certaines applis tierces qui utilisent ces services API. Donc voilà, ils ont confirmé ça dans un tweet, on en reparlera rapidement. On parlera également, pour faire suite, justement, on avait parlé du gouvernement qui s'impliquait un petit peu dans on va dire le marketing d'influence, et une nouvelle initiative en fait qui s'est mise en place, donc l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, qui vient tout juste de faire son apparition. Donc je vous détaillerai ça au travers d'un article du Parisien. Et puis ensuite on parlera polémique, une polémique côté Adobe qui utiliserait potentiellement des créations de ses utilisateurs, voilà, un petit peu de façon, on va dire, pas hyper claire, pas hyper clean, pour entraîner son intelligence artificielle. Ça fait un petit peu polémique, on en parlera en temps voulu. Voilà, et puis après pas mal de petits articles pour vous brosser un peu l'actualité de façon un peu plus rapide au travers d'un petit jeu. Voilà, ça va être sympa. Très beau programme comme d'habitude. J'espère que ça vous va. Je viens de voir que j'ai pas pris ma bouteille d'eau, c'est un peu dommage parce que j'ai un peu soif. C'est toujours quand on a soif quand on a besoin de quelque chose qu'on a oublié évidemment. C'est pas grave, je tiendrai. Ok, sans plus tarder les amis, on va démarrer du coup avec ce premier article du blog du modérateur. Et du coup alors refonte, ça serait un mot peut-être un peu fort je trouve, parce que forcément la première chose que j'ai faite c'est aller sur Wikipédia. C'est pas non plus quelque chose de, on va dire, qui saute aux yeux, mais il y a beaucoup de changements et ils ont pas mal amélioré en lisibilité, etc. Donc je vous lis rapidement l'article. Wikipédia améliore enfin son interface, quelle nouveauté. Bon, Wikipédia, je vous briefe pas nécessairement, je pense que tout le monde connaît. Grosso modo, c'est un site qui existe depuis pas mal d'années, qui se veut être une espèce de grosse encyclopédie, on va dire. Donc vous avez beaucoup de... quand vous recherchez des personnalités ou tout un tas de recherches, on va dire, c'est comme une espèce de... Voyez-le comme un gros dictionnaire, on va dire, en ligne. Donc, cela n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans, ça c'est quand même quelque chose de notable. Wikimedia qui gère Wikipédia, donc c'est je pense, je sais pas si c'est un groupe ou une association, je sais pas exactement de quoi il en retourne, mais en tout cas ça s'appelle Wikimedia. Donc qui gère Wikipédia, vient d'annoncer la première mise à jour majeure de l'interface de bureau de Wikipédia. D'abord déployée sur la version anglaise, cette mise à jour est désormais effective sur 94% des 318 versions linguistiques, c'est énorme. À l'occasion du 22e anniversaire de Wikipédia en anglais, l'encyclopédie collaborative apporte de nouvelles améliorations pour offrir à ses visiteurs une navigation plus fluide et accessible. Alors au niveau des mises à jour, donc d'abord on a une nouveauté au niveau de la table des matières. Alors c'est bien parce qu'en plus ils illustrent juste à côté un peu, ils illustrent un peu tout ce ce dont ils parlent quoi. Donc quand vous consultez une page, vous pourrez désormais vous déplacer à l'intérieur de votre contenu grâce à une table des matières qui facilite votre navigation. Donc là on le voit, hein, sur la partie de gauche, on a effectivement cette petite nouveauté qui est ici. Là où avant, je sais plus s'il y avait, je pense s'il y avait rien du tout. Non, je pense qu'il y avait rien du tout, c'était vraiment full screen en fait, c'était vraiment que le texte. Donc voilà, petite nouveauté pour pouvoir naviguer, on va dire, d'un endroit à l'autre de l'article. Et d'autre part, les sections situées sur le menu de latéral gauche suivent désormais votre navigation. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui, en termes d'UX, est assez classique, on va dire, sur des sites. Mais là, bon, mais c'est bien qu'il l'a apporté, parce que ce qu'il faut bien comprendre et mesurer, c'est que là, on n'est pas sur un site où il y a quelques personnes qui passent de temps en temps. Wikipédia, ça doit être, je pense, des dizaines, pour pas dire des centaines de milliers de trafic, de personnes qui passent chaque jour. Donc chaque nouveauté, chaque modification, on va avoir un gros impact.
Ensuite, donc des outils de traduction plus accessibles. Donc sur Wikipédia, vous avez la possibilité de traduire des contenus présents sur le site en 300 langues étrangères. L'outil pour choisir une langue étrangère a été déplacé en haut à droite de votre écran pour permettre aux lecteurs internationaux de choisir leur langue préférée plus facilement. Oui, parce qu'il y a à Wikipédia, il y a toute une partie contribution en fait. Je crois que chacun d'entre nous pouvons contribuer en fait au site. Derrière, il y a de la modération. Donc évidemment, si vous créez quelque chose qui n'est pas vrai, ben, ça sera refusé. Mais voilà, il y a quand même une partie contribution de la part des internautes. Hello Jojo Pain d'épices qui nous rejoint, salut à tous, bienvenue à toi, très content de t'accueillir ce matin. Donc ensuite, si on poursuit sur cette amélioration de l'interface, qu'est-ce qu'on a ? On a un menu latéral qui apparaît et qui disparaît, donc ça c'est un menu burger je pense, qui désigne. Donc depuis la mise à jour, la barre latérale vous permet de réduire le menu situé en haut à gauche de votre écran. Ce menu qui apparaît et disparaît en cliquant sur les 3 petits traits latéraux, le burger menu quoi, vous permet une meilleure lecture de votre contenu. On peut peut-être regarder ça d'ailleurs en direct. Je pense qu'il désigne ceci. Voilà. Donc ce que j'avais vu en fait sur notamment sur, je crois qu'ils en parlent un peu plus loin dans l'article, c'est qu'en gros ils ont cherché à se rapprocher un peu plus du design de mobile en fait, du design responsive et quand vous êtes sur un téléphone portable pour avoir, je pense qu'en termes de gestion c'est peut-être plus facile et plus pratique. Et puis pour gérer aussi tout ce qui est, comment ça s'appelle, tablette, voilà, toutes les résolutions un peu, enfin les définitions un peu intermédiaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Une meilleure expérience de lecture. Donc pour faciliter la lecture sur Wikipédia et la rendre plus confortable, la largeur de la zone de contenu a été réduite et la taille de police par défaut augmentée. Donc je pense, si je vais sur, mettons cet article par exemple, voilà, je pense qu'il désigne du fait qu'on a rajouté en fait un menu, comme vous voyez sur la gauche, on a une zone de lecture qui est beaucoup plus courte, je pense, que ce qui était jusqu'alors défini. Et ça, c'est plutôt bien, puisqu'en fait, quand vous lisez face à un écran, il faut éviter d'avoir des textes beaucoup trop longs qui feraient que votre internaute en fait voilà passerait son temps à, vous voyez comme ça, à remuer la tête de gauche à droite, et c'est pas hyper agréable en fait pour la lecture d'avoir des textes hyper longs. Il vaut mieux les avoir plus condensés, plus courts. Alors dans une certaine mesure bien sûr, il faut trouver le bon équilibre, mais ça vous permettra comme ça très rapidement de passer d'une ligne à l'autre. Voilà, c'est des petites règles UX comme ça qu'il faut connaître. Ok. Alors ensuite, donc ils disent effectivement que c'est un bloc d'une largeur maximale de 960 pixels. Bon voilà pour les petits détails techniques. Et donc Wikipédia précise qu'il existe certaines pages dont le contenu ne sera pas limité par le conteneur, notamment l'historique, les modifications récentes et d'autres pages similaires de type journal. Voilà, je pense qu'il y a certaines pages un petit peu particulières, on va dire, sur lesquelles ils se sont permis de faire plus grand. J'imagine que voilà, s'il y a des conditions d'utilisation, ce genre de choses, là le fait de réduire, c'est plus pour le quotidien, c'est-à-dire tous les articles principaux. Une nouvelle interface plus claire et moderne. Donc pour développer la nouvelle interface de Wikipédia, voilà, c'était ça. Donc ma question, qu'est-ce que ça désignait Wikipédia ? C'est donc une fondation qui a collaboré avec plus de 30 groupes de bénévoles à travers le monde. Donc je pense qu'à gérer tout ça, ça doit être assez solide. Les objectifs de cette refonte sont multiples. Rendre le site plus clair et dynamique, se rapprocher de la version mobile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faciliter les contributions des utilisateurs et surtout rendre la recherche d'informations plus efficace. En 2022, un rapport sur les tendances numériques mondiales a révélé que le nombre de personnes qui ne sont pas connectées à Internet est passé en dessous de 3 milliards pour la première fois. La nouvelle interface de bureau de Wikipédia a été conçue pour répondre aux besoins de cette prochaine génération d'internautes, permettant à chacun, quelle que soit sa familiarité avec Internet, de trouver facilement des connaissances dignes de confiance et fiables. Voilà, donc il s'adapte. Bon, c'était quand même, ça fait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de mise à jour, c'est assez énorme. Mais peut-être qu'un jour on aura un Wikipédia un peu à la TikTok ou les shorts YouTube ou les Reels Insta, c'est-à-dire avec une vidéo qu'on passe comme ça de haut en bas. Qui sait, ça pourrait être assez rigolo. Après, je sais pas si ce sera adapté à tout le monde. Et surtout, je pense que Wikipédia se veut quand même un site à but informatif principalement. Donc je me dis que quand on cherche à faire de l'information et voilà, comme les blogs ou ce genre de choses, on va focus vraiment sur le contenu
et pas mettre trop d'animation qui, perturberait la lecture, et deux, en termes de performance, voilà, c'est beaucoup plus lent, on va dire, pour les sites et beaucoup plus long à charger. Voilà. Elenia, coucou à toi, bienvenue, très content de t'accueillir ce matin. N'hésite pas à prendre place. Donc on enchaîne rapidement avec l'article suivant. Alors c'est un article sur lequel on avait pas mal, dont on avait pas mal discuté, c'était mercredi, donc à la matinale durant la matinale de mercredi. Ça porte du coup sur, il y avait, on va dire, des espèces de rumeurs, comme quoi peut-être Twitter serait à l'origine d'une coupure en fait de ses API. Donc je vous rappelle, l'idée de l'API, c'est que quand vous avez un site ou quand vous voulez récupérer les informations d'un site, on peut mettre en place ce qu'on appelle une API. Et donc une API, c'est, voyez-le un peu comme, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est un peu un point d'entrée, on va dire, pour un site internet, pour récupérer de la donnée brute, ou pour interagir avec le site, mais via un autre site. Voilà. Vous, si vous voulez développer votre propre application ou votre propre site, je sais pas, vous voulez récupérer par exemple les données de Twitter pour pouvoir l'afficher différemment, ben, vous allez vous connecter sur l'API. Et donc en fait, il y a beaucoup de on va dire de sites et d'applications qui existent depuis des années et des années qui effectivement utilisaient cette API de Twitter, sauf que du jour au lendemain, enfin voilà, de façon assez brutale en tout cas, l'API ne fonctionnait plus. Donc au début on pensait que c'était un bug, et puis petit à petit il y a eu pas mal d'indices qui nous faisaient croire en tout cas que ça viendrait peut-être de Twitter. Donc c'est vrai qu'on s'était pas mal questionné tous ensemble mercredi sur quelles sont les raisons. Bon, principalement ça doit être des raisons financières, hein. En tout cas c'est ce qui était un petit peu ressorti, on va dire, de nos discussions et des articles qu'on a pu parcourir. Et donc là aujourd'hui, ils ont officialisé, donc on le voit via un article de l'éclaireur Fnac, c'est officiel, Twitter a délibérément bloqué les applis tierces comme Tweetbot. Donc je lis ça rapidement. Un étrange feuilleton qui se poursuit du côté de Twitter, qui s'est enfin exprimé sur la question des applications tierces. Voilà quelques jours que certains clients permettant d'accéder à Twitter ont vu leur clé à l'API du réseau social révoquée. S'en suivit un silence assourdissant pendant lequel beaucoup s'étaient imaginé que la panne était intentionnelle. Une prédiction désormais avérée, comme l'a finalement indiqué Twitter hier en fin de journée. Donc dans un tweet laconique, le réseau social s'est enfin exprimé pour confirmer les craintes des développeurs travaillant sur les applis tierces permettant d'accéder à Twitter. Et donc ils mettent une citation en disant « Twitter fait respecter ses règles d'accès à l'API qui existent depuis longtemps. Certaines applications peuvent ne plus fonctionner en conséquence. » Nous n'en saurons pas davantage, donc c'est fin de citation, nous n'en saurons pas davantage et les principaux intéressés non plus. En réponse de ce tweet, nombreuses se creusent les méninges pour savoir à quoi exactement leur application, qui parfois sont vieilles de 10 ans, contrevient soudainement à des règles qui existent depuis longtemps. Voilà, c'est ça la question, c'est qu'il y a pas mal. Alors en plus, il me semble qu'ils disent un peu plus loin dans l'article que grosso modo, c'est pas tout le monde, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont été coupés, d'autres pas, donc ça semble vraiment très très ciblé. Et surtout, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est comment ça se fait que en fait ça fait des années, voilà, ça fait 10 ans en gros que des applis peuvent utiliser l'API Twitter et voilà, n'ont pas, n'ont pas été à l'encontre de quelques règles que ce soit, et soudainement il y aurait des choses qui changent, et surtout le côté silence assourdissant, puisqu'en fait l'idée c'est que même s'ils sont entrés en contact, les développeurs qui utilisent l'API de Twitter n'ont pas de réponse en fait, et ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faudrait changer pour pouvoir se mettre en règle. Hello Cine, coucou à toi, très content de t'accueillir ce matin. Alors du coup, voilà, c'est ce qui est marqué, je crois, dans le paragraphe suivant. 2 poids 2 mesures. Donc contacté par The Verge, Paul Haad, qui est donc le co-créateur de Tweetbot. Tweetbot, c'est vraiment une application tierce assez réputée, on va dire, qui utilise l'API de Twitter. Et donc Paul Haad, qui est co-créateur de Tweetbot et qui est l'une des voix les plus fortes sur ce sujet, explique n'avoir obtenu aucune information concrète de la part de Twitter. Je vais citer « Nous n'avons jamais été contactés par qui que ce soit chez Twitter. S'il y a des règles en place depuis 10 ans que nous ne respectons pas, nous aimerions savoir de quoi il s'agit afin de pouvoir nous y plier. » Fin de citation. Donc voilà, c'est tout le problème en fait aussi de cette affaire, c'est que
Là, il y a eu un petit tweet très rapide en fait qui confirmait effectivement c'est pas un bug, c'est bien intentionnel. En revanche, ils en disent pas beaucoup plus. Ils disent pas en fait qu'est-ce qui ne va pas. Ils disent pas si, je sais pas, peut-être que soudainement l'API va devenir payante. Voilà, il y a vraiment zéro communication. Et ça, c'est pas terrible, on va dire, en termes de marketing, etc. quoi. Et merci Egogo qui nous rejoint, bienvenue à toi. Hello JP également qui nous rejoint dans le chat. Très content de vous accueillir tous les deux ce matin. Donc voilà, en termes d'échange, c'est pas terrible. Après, je vous rappelle le contexte. Twitter qui a été repris par 416 followers. Ouais, on a passé les 400, c'est ouf. Hein. C'est ouf, c'est bien hein, sur Twitch. Franchement, c'est cool. On commence à être vraiment nombreux. Et pareil sur, je crois que c'est sur YouTube où on est bientôt. Attends, je dis pas de bêtises. Mais sur YouTube, je pense qu'on a bientôt, on va franchir un seuil symbolique, je sais plus combien. 195, donc bientôt on va être 200. Voilà, on sera bientôt 200. Bah les amis, si vous n'êtes pas abonnés, faites-le, hein, comme ça on fera péter la barre des 200 dès ce stream. N'hésitez pas, un petit point d'exclamation YouTube dans le chat et vous aurez le lien. Donc voilà, je vous rappelle le contexte pour revenir sur cet article, c'est que Twitter, repris par Elon Musk, beaucoup de choses qui changent, voilà, ça valdingue un peu dans tous les sens, et surtout pas mal de suppression de postes. Donc toute la difficulté, c'est que s'il n'y a pas de communication, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de stratégie, on va dire, sur ce côté ça fonctionne pas les... Alors attends, je vais corriger ça. On a un petit bug au niveau des... généralement, alors je sais pas pourquoi, de temps en temps ça se déconnecte. Tac. Les points d'exclamation ne fonctionnent pas, visiblement. Je vais corriger ça, ne vous inquiétez pas. Je termine rapidement l'article et je corrige ça, vous inquiétez pas. Donc ouais, ce que je disais, c'est que le problème, c'est que premièrement, on ne sait pas s'ils ont effectivement une vraie stratégie. Merci, voilà, JP qui vous a mis le lien du YouTube dans le chat, donc n'hésitez pas si vous voulez vous abonner. La difficulté, c'est que non seulement on ne sait pas s'il y a une stratégie, mais en plus, on n'a personne en face. Parce que, pourquoi on n'a personne en face? Parce que y a beaucoup de gens qui ont été licenciés. Et du fait qu'ils ont été licenciés, il y a des équipes entières, typiquement l'équipe Relations Presse, je crois que c'est, je sais plus, on en avait parlé sur on en avait parlé mercredi, et en fait, il y a personne en face, quoi. Donc quand les journalistes contactent Twitter, ils peuvent pas avoir de réponse, typiquement. Donc c'est une situation qui est assez critique. Il faut quand même se rendre bien compte qu'il y a certaines personnes potentiellement qui ont développé des activités autour de tout ça. Moi, ça m'étonnerait pas que voilà, Tweetbot, ce genre de choses, il y a des équipes derrière, parce que c'est des choses qui prennent beaucoup d'ampleur, qui ont des vrais modèles économiques derrière, et donc c'est pas du tout anodin. Voilà. Hello Burberry qui nous rejoint, et puis Blobina Bottle. Pas facile à dire ça de bon matin, mais en tout cas, bienvenue à vous deux, et merci beaucoup de nous rejoindre et de nous follow. Voilà, donc juste pour terminer, l'explication la plus rationnelle voudrait que Twitter n'accepte plus que ses utilisateurs passent par d'autres services pour accéder à leur compte, notamment pour qu'ils et elles n'échappent plus à la publicité, puisque évidemment Musk cherche à développer un peu plus le côté modèle économique, donc forcément si c'est utilisé, on va dire, en dehors du cadre Twitter classique, en dehors de leur site à eux et de leur interface, forcément vous allez toucher beaucoup moins, vous avez on va dire une espèce d'hémorragie et moins de monde qui va être touché par votre publicité, donc un manque à gagner. Voilà un petit peu. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui, bon, après ils mettent à la fin, dans la nuit, nous apprenions que le siège de l'entreprise à San Francisco a plusieurs loyers de retard et commencerait à se séparer de mobilier pour éponger sa dette. Alors ça, c'est à confirmer, c'est-à-dire que ce matin, j'étais tout à l'heure sur je crois que c'était Sean qui disait ça, donc un autre collègue streamer, que en gros, visiblement, comme ils ont une partie des locaux qui ne sont plus... dont ils ne se servent plus tout simplement, et bien ce qui se passe, c'est qu'ils veulent plus payer une partie de leur loyer. Alors en fait ils payeraient uniquement les locaux qu'ils exploitent, mais comme il y a eu, je crois, quelque chose comme la moitié des gens qui se sont fait virer ou qui sont partis de leur plein gré, etc., et bien aujourd'hui ils se disent ok, pourquoi est-ce qu'on irait payer en fait des hello Dev Bowman, bienvenue à toi. Pourquoi est-ce qu'on irait payer des locaux en fait qu'on n'exploite pas, quoi. Donc voilà, toute une histoire autour de tout ça.
Je vous propose de réagir peut-être dans le chat. Dites-moi rapidement ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que oui ou non, potentiellement, ça peut être pour des raisons financières? Est-ce que vous, peut-être, vous avez déjà utilisé l'API de Twitter? Et pendant ce temps, moi, je vais régler le petit problème en direct. Problème de point d'exclamation qui ne fonctionne pas. Je pense savoir d'où ça vient. Mais il me faut quelques secondes juste pour y accéder. Je pense que ça vient de Streamlabs que j'utilise. Hello, merci beaucoup Mokuji qui nous rejoint. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Alors, Streamlabs. Streamlabs, du coup, c'est un outil que j'utilise qui me permet de récupérer, notamment qui me permet de faire apparaître le chat là sur le côté, et puis qui permet de faire pas mal de choses supplémentaires. Et bienvenue également à Raph. Merci de nous rejoindre. Peut-être généralisation du télétravail qui demande moins de locaux. Alors, il y a peut-être effectivement cette notion de télétravail, comme tu dis, Raph. C'est pas exclu. Mais je pense que, en fait, je pense que conjointement, il y a plusieurs, va y avoir plusieurs choses qui ont corroboré en fait, qui sont arrivés ensemble. Il y a le côté effectivement peut-être télétravail qui s'est généralisé, mais je pense aussi et surtout qu'il y a beaucoup, en termes d'effectifs, ils ont vraiment baissé drastiquement. Faudrait regarder les derniers chiffres, mais moi de mémoire, il me semble que c'était à un moment donné, ils disaient qu'ils avaient réduit de moitié, quoi. Hein. Vraiment, ils avaient taillé entre guillemets dans le gras, quoi, si vous me permettez l'expression. Cloudbot, yes, je pense que c'est ça. Je pense que c'est mon petit bot qui... Hop, je vais la réactiver. Alors, on va retester un point d'exclamation. YouTube. Et voilà, ça remarche. Ouais, c'est très pénible ça. Des fois, mon petit bot, je sais pas pourquoi, là, tout ce qui est... point d'exclamation, des fois il se déconnecte, mais c'est très aléatoire et j'ai pas trop d'explications à ça. En tout cas, ça refonctionne. Donc, si vous voulez vous abonner, point d'exclamation YouTube, point d'exclamation Twitter, on est. Sinon, vous avez point d'exclamation social, c'est encore plus simple. Au moins, vous avez tous les liens qui sont sur une seule et même page. Vous n'aurez pas besoin de vous embêter. Et j'espère que du coup, on passera à la barre des 200 sur YouTube. Parce que là, on est combien? On est combien sur YouTube? On est 197, les amis. Déconnez pas, il faut y aller là. On est 197 sur YouTube. Il nous manque 3 abonnés. Et on passe la barre des 200. Donc allez-y, let's go, abonnez-vous. Et d'ailleurs, pour rappel, on a une nouvelle vidéo qui va sortir dimanche. Donc là, pour vous montrer rapidement, puisqu'il y a des gens qui arrivent. Donc je vous rappelle que Déclic, nous, on est une chaîne. L'idée, c'est de... On veut mettre en place un média. Donc on est un média à destination des professionnels du numérique. Donc on va traiter les sujets que vous pouvez croiser finalement quand vous êtes en agence digitale, quand vous êtes en e-commerce, quand vous êtes dans une boîte SaaS, une SS2I, etc. Donc ça va être du développement web, ça va être du web design, ça va être du SEO, voilà, de l'UX, du e-commerce, du social media, enfin voilà, tous les sujets on va dire en lien et que vous pouvez trouver en étant en agence digitale. Néobon, bienvenue à toi, très content de te rejoindre. Pardon, c'est le matin, très content que tu nous rejoignes, autant pour moi. Donc voilà, sur la chaîne YouTube, on va poster pas mal de vidéos. Et donc récemment, on a accueilli Basti UI, que vous connaissez peut-être, qui est plutôt spécialisé sur la partie UI UX design. Et donc du coup, on a fait des vidéos thématiques. Il y en a une plutôt où on explique en gros la partie intelligence artificielle. Donc pas mal d'outils en fait que vous pouvez vous servir concrètement. On a répertorié tous les outils que vous pouvez utiliser pour faire vos designs, etc. Et puis après, il nous a parlé un petit peu de son parcours d'influenceur. Voilà, donc après, on a d'autres vidéos qui sont vraiment spécifiques YouTube, comme là par exemple une vidéo sur la méthode du design sprint que vous pouvez consulter également. Et donc ce week-end, il y a une vidéo de GraphiCart pour celles et ceux qui connaîtraient. Donc GraphiCart qui est voilà, une personne qui crée du contenu et qui fait beaucoup de tutos en ligne depuis des années et des années. Et qu'on a accueilli, qui nous a parlé du métier de développeur web et développeur-développeuse. Voilà, également de la partie freelance et puis comment se former aussi. Voilà, tout le côté formation qui est assez intéressant. Voilà pour le petit pitch. Je regarde vos commentaires. JP qui met Elon est contre le TT. Contre le TT, le top tweet? Non, je comprends pas. Est-ce que tu peux préciser s'il te plaît, JP? Ça doit être financier. Ça en est où le sujet sur les comptes certifiés sur Twitter? Alors, sur les comptes certifiés, là actuellement, ah oui, contre le télétravail, ok. Ah ouais, donc effectivement, s'il est contre le télétravail, il y a peu de chances que ce soit dû à ça. Ouais, je suis désolé, TT pour moi c'est top tweet, je suis un peu formaté. T'as
ta remarque du coup sur le côté financier et les comptes certifiés. Alors actuellement, il y a des systèmes de badge. Ils ont ressorti le Twitter Blue, qui est donc en fait une espèce de comment dirais-je, c'est un abonnement en fait que tu peux prendre, qui d'ailleurs j'ai vu récemment parce qu'il y avait une histoire de c'est un peu plus cher sur Android, sur Apple qu'Android. Là ils ont tout remis à norme. Et donc effectivement il te faut avoir ce compte Twitter Blue pour avoir un compte certifié. Et donc actuellement il y a 3 types de badges. Il y a un badge type entreprise, il y a un badge, alors je saurais plus exactement dire, je sais qu'il y en a 3, il y a bleu, jaune et... Attends, on va regarder ça rapidement. Parce que j'avoue que... Ouais, bleu, doré et gris, c'est ça. Bleu, doré et gris. Et donc après, bleu, ce sont les comptes vérifiés. Ok. Donc là, il y a eu toute une histoire, tu sais, sur le côté comment faire en fait pour être officialisé. Parce qu'il y a des gens en gros qui prenaient le nom d'autres personnes. Donc là, ils ont renforcé le côté contrôle. Tu peux pas dire demain je suis Elon Musk et te déclarer Elon Musk si tu peux pas prouver en fait qui tu es. Après, il y a un badge doré qui sont... Ah oui, qui sont tout ce qui est officiel, donc je pense que ça va être tout ce qui est gouvernement, voilà, les choses un petit peu plus officielles. Et puis le badge gris, alors le badge gris, ah non c'est celui-ci, je confonds. C'est le gris qui est pour le côté gouvernemental. Le doré je pense que c'est tout ce qui est entreprise. Et bleu après ça va être je pense tout le reste, donc si, voilà, tout ce qui est personnalité, etc. Voilà. Et alors il y a une chose aussi que j'ai vue l'autre jour qui est assez intéressante, c'est que on en avait parlé il me semble, c'est que tu peux en plus faire le système un peu comme LinkedIn. C'est-à-dire si par exemple tu travailles dans une boîte et qu'il y a un compte Twitter de ta boîte, tu peux mettre à côté de ton profil que tu appartiens à telle entreprise. J'avais vu ça, je sais plus sur quel joueur de foot qui jouait, je crois que c'était Karim Benzema il me semble, où j'avais vu à côté de son nom, il y a un logo du Real de Madrid. Donc voilà, t'as effectivement le système de badge maintenant qui est définitivement en place. Merci Geoffrey, c'était bien ça, ouais, c'était télétravail, autant pour moi. Voilà les amis, si vous n'avez pas plus à dire sur cette actu, ben moi non plus. Et on peut enchaîner du coup sur l'article suivant qui est un article du Parisien. Le Parisien du coup qui nous parle et qui fait aussi un petit peu suite. Donc voilà, pour rappeler un peu le contexte, et on en avait d'ailleurs pas mal parlé. Au niveau du marketing d'influence, en fait, le gouvernement essaye un peu de réguler tout ça, puisqu'il y a eu pas mal d'histoires, on va dire, et de polémiques qui ont émergé concernant voilà, des placements de produits, des fois, qui n'étaient pas tellement, comment dire, pas tellement éthiques. Il y a le cas aussi du dropshipping. Donc le dropshipping, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le fait de vendre des produits qui en fait proviennent de plateformes type je sais pas, qu'est-ce que c'est des sites chinois et autres quoi, en gros, hein, des trucs que vous achetez à des prix au rabais et qui revendent derrière à des prix genre ils font du x4 x5, voilà, du Alibaba exactement, JP, ce genre de choses. Et donc ça, ce type de pratique un peu douteuse, actuellement c'est un peu dans le viseur, on va dire, du gouvernement. Il y a des discussions qui sont en place et ils vont essayer de peut-être légiférer sur tout ça. Et donc en parallèle, ce que je découvre aussi en préparant cette matinale, c'est qu'il y a, alors je crois que ça fait suite en fait sur LinkedIn, j'avais vu passer un post que je peux vous lire de Webedia. Webedia qui est l'un des plus gros groupes, si ce n'est le plus gros je pense, en matière d'influence. Voilà, ils font partie vraiment du top. Ils ont des Domingo, voilà, c'est vraiment des gens qui produisent des gros des influenceurs et influenceuses. Et ils annoncent effectivement leur adhésion à cette nouvelle, voilà, je sais pas si c'est une fédération, comment on peut qualifier ça, qui s'appelle l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Valtech qui met, ils ont restitué les badges de producteurs de contenu certifiés antérieurs à la monétisation. Alors là, aucune idée. Je pense que tu parles du coup de Twitter quand on discutait du côté badge, je sais pas. Là, je t'avoue que ça dépasse un peu mes recherches. Les badges de producteurs de contenu certifiés antérieurs à la monétisation. Alors, si ta question c'est le côté Twitter Blue, puisqu'effectivement, il y a eu une période où ils l'ont lancé Twitter Blue, puis ils l'ont coupé. Twitter Blue était vraiment effectivement sur ce côté monétisation. Il fallait payer pour pouvoir prouver que, pour pouvoir avoir un compte certifié.
Et donc, comme je l'expliquais, effectivement, ils ont coupé ce service-là quand ils l'ont mis en place parce qu'il y avait beaucoup d'abus. Il y avait pas mal de gens qui se faisaient passer pour d'autres gens, etc. C'était un bordel sans nom. Et là, maintenant, ils l'ont régulé, donc ils l'ont remis en place, mais avec des process beaucoup plus stricts pour dire, en gros, pour justifier que tu es bien la personne que tu prétends être. Voilà, si c'est ça ta question. Donc, du coup, ce que je vous disais, c'est que sur LinkedIn, je vois passer ce post. Le groupe Webedia annonce son adhésion à l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, l'UMIC. Plusieurs agences spécialisées dans la relation entre les marques et les influenceurs ont annoncé ce mercredi la création d'une première fédération professionnelle, alors que le gouvernement souhaite réguler ce secteur publicitaire. Voilà, donc ils adhèrent effectivement à ça. Donc j'ai fait quelques recherches, tombé sur cet article du Parisien. Il explique un petit peu de quoi il en retourne. Et donc, je vous lis ça rapidement. Donc, l'idée a émergé lors des tables rondes organisées à Bercy. Oula, je vois qu'il y a une vidéo qui va se déclencher, donc je vais couper le son pour pas avoir de problème. Donc, il veut surveiller de près les pratiques des stars d'Internet. Plusieurs agences d'influence marketing annoncent ce mercredi la création de l'UMIC, première fédération professionnelle du secteur, rassemblant des agences d'influence ou de créateurs de contenu et des créateurs de contenu eux-mêmes. L'UMIC a pour objectif, selon la présidente Karine Fernandez, fondatrice de l'agence Point d'Orgue, de tirer ce secteur vers le haut, entre guillemets. Et donc l'UMIC constituera un canal unique de discussion avec les pouvoirs publics. C'est ce qu'explique un peu la fédération dans un communiqué. Et elle aura pour mission de représenter le secteur auprès du public, de proposer des évolutions de réformes nécessaires afin que le secteur de l'influence bénéficie d'un environnement adapté à son développement, et puis de faire de la pédagogie auprès des créateurs de contenu pour les aider à connaître leurs droits et leurs devoirs, puisqu'effectivement le secteur de la création de contenu et du marketing d'influence, c'est vrai que c'est un secteur un petit peu particulier en ce sens que en fait n'importe qui peut comme ça dans son coin, sans adhérer à une quelconque fédération, sans la nécessité d'avoir des diplômes ou ce genre de choses, devenir en fait influenceur ou influenceuse. Donc ça c'est un peu on est 200 abonnés. Attends, je regarde ça. Attends, il faut que je recharge ma page. Are you ready? And let's go! 202, on a passé la barre de 200 abonnés. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Évidemment, continuez à vous abonner, hein, parce que sinon, on n'atteindra pas la barre des 300 après. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et surtout, faites des retours sur les vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Comme ça, voir ce qu'on peut améliorer, etc. Et voilà, ça sera avec plaisir qu'on vous répondra. Dimanche, il y a une autre vidéo qui sort. Et puis, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Donc... je pourrais faire une danse de la victoire, c'est vrai. Alors, je vous promets que j'ai commencé à travailler sur des scènes type danse de la victoire. J'ai commencé à y bosser dessus, sur OBS, mais je vous avoue que c'est pas mal de boulot. Et il y en aura. Et puis, on a également... donc je n'en ai pas forcément parlé, mais on a une nouvelle personne qui nous a rejoint dans l'équipe qui s'appelle Paul, que je salue parce que je pense qu'il doit être dans le chat, et qui bosse également actuellement sur des émotes. Donc on va avoir nos propres émotes avec certaines qui permettront de faire des petites danses de ce genre de choses. Donc voilà, on aura nos petits moments comme ça de victoire avec grand plaisir. Je ferai une petite danse de temps en temps, vous inquiétez pas. Je pense que je serai pas le dernier pour faire le couillon en direct. Voilà. Alors rapidement, du coup, yes, c'est le feu, c'est trop cool. On est plus de 200 et sur Twitch on est plus de 400, c'est génial. Allez, je perds pas le fil du coup. Donc concernant effectivement concernant l'UMIC, du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Oui, alors il y a une notion aussi, ils aimeraient bien, je crois, que le statut des influenceurs soit reconnu et qu'on légifère un petit peu plus, on va dire, sur ce côté statut juridique. Voilà, c'est ici qu'il indique. Participant aux tables rondes en cours de disque. Oula, j'ai eu un vieux bug là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais fermer cette petite vidéo. Le secteur du ministère, les agences de l'UMIC militent notamment pour la création d'un statut juridique du créateur de contenu, l'obligation de signature de contrat et une formation des entreprises aux bonnes pratiques en ligne. Elle demande aussi plus de moyens à la DGCCRF. Donc la DGCCRF, c'est la répression des fraudes, c'est que vous connaissez, j'imagine, pour pouvoir effectuer des contrôles et agir plus vite dès lors qu'on constate des manquements. Voilà. Donc après, ils indiquent qu'il y a plusieurs agences derrière: Smile Conseil, Bump,
follow.org, Reach, Influence for You et Spoutnik. Après, il y a pas mal de gens, là c'est vraiment en devenir, mais il y a pas mal de gens qui rejoignent un peu toute cette fédération, donc c'est très très cool. Hello Romain, hello, ça a l'air cool par ici, bon courage pour le développement de toute la chaîne. Ben, merci beaucoup, merci Romain. On commence tout juste, ça fait pas très longtemps qu'on existe, mais on a beaucoup d'ambition et pas mal de choses en tête qu'on voudrait vous proposer, donc c'est avec grand plaisir qu'on développera tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une belle initiative, surtout dans ce contexte où il y en a un petit peu marre en fait de voir du tout et du n'importe quoi qui se fait, le dropshipping, etc. Des choses pas trop éthiques, et bien c'est bien parce que ça c'est en train de se réguler petit à petit. Et donc voilà, je vais pas lire tout l'article. Mais retenez ça, retenez que ça bouge et que l'idée de Lumix, ça va être vraiment de mettre un peu plus d'éthique et de responsabilité. Il parle notamment, je sais, de ne pas inclure les gens, par exemple, sur l'évasion fiscale, ce genre de choses. Pour rappel, je crois que c'était aux Z-Event qu'il y avait eu pas mal de polémiques là-dessus, sur certains créateurs de contenu qui, en fait, on savait très bien, partaient à mal, tout ce genre de choses. Et ben voilà, tout ça, ça va être aussi pris en compte et donc il y aura toute une éthique autour de tout ça. Donc je trouve que c'est une très très belle initiative et j'espère vraiment que ça va aboutir à quelque chose. Hello Jean-Marc, bienvenue, merci de nous rejoindre, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille ce matin. Et coucou Damarwen également qui nous rejoint, bonjour à toi. Je sais pas combien on est là, j'ai pas regardé, mais on est nombreux, non? Combien on est dans le chat? Je sais pas si j'ai des chiffres. Ouais, on est pas mal, on est combien? Moi je vois 51, mais je sais pas si c'est vrai, ça me paraît beaucoup, mais bref. Je crois que Stripe fait de la régulation et Shopify aussi. 56, holy shit, trop cool, merci beaucoup. Merci Val, très très cool de vous avoir tous ce matin. Je crois que Stripe fait de la régulation et Shopify aussi, même s'ils ont un max grâce aux personnes qui font du dropshipping. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que le problème du dropshipping, c'est que tu as beaucoup effectivement de dérives. Tu as beaucoup de gens qui... voilà, il y a tout le service client aussi derrière, tu vois. Une activité d'e-commerçant, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre complètement à la légère. Et je pense que du fait que ce soit en dématérialisé et que ça semble être un peu de l'argent facile en quelque sorte, il y a beaucoup de gens qui font du tout et du n'importe quoi. Mais à partir du moment où tu commences à avoir une activité... Moi, j'ai toujours comparé ça, le e-commerce, à du commerce traditionnel, quoi. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un site e-commerce, c'est exactement comme si vous vous lanciez dans une... c'est comme si vous aviez en tête de créer un commerce, vous investissez de l'argent dans un commerce, et donc tout ce qui va avec, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez devoir faire faire un petit peu de publicité, mettons vous intégrer dans certaines communes, mettons en rapport avec votre sujet, etc. Vous allez devoir tenir votre boutique à jour. C'est pas juste je lance un site et let's go, tout se fait, quoi. Et ça, j'ai l'impression que les gens ont tendance à un peu l'oublier, et notamment avec l'avènement d'Internet et tout ce qui s'est passé autour, il y a beaucoup de gens qui pensaient que il fallait juste créer un site et c'est bon, ça fonctionnait. Pas du tout, hein. C'est juste une version dématérialisée de ce qui se passerait dans la vraie vie. Et si dans la vraie vie, vous bougez pas un petit peu pour faire connaître votre activité et puis essayer un peu de faire des produits qui soient qualitatifs et qui correspondent à des vrais besoins de vos utilisateurs, à terme, votre site, il est voué à mourir, exactement comme votre boutique, elle est vouée à disparaître, quoi. Donc voilà, c'est je pense une bonne chose qu'on commence un peu à réguler, parce que au bout d'un moment, c'est pas une prise de position politique ou quoi que ce soit, ce que je dis, mais moi je pense quand même que, j'avoue que surtout moi qui commence un petit peu dans la création de contenu, c'est un vrai métier, c'est du boulot, c'est énormément de travail, et même si en gros je suis pas là à dire il faut toujours des choses très intellectuelles, c'est pas ce que je dis, mais il faut du divertissement aussi, mais même le divertissement, il faut pas partir dans le n'importe quoi, et que voilà, il y a des moments, les abus et puis tromper les gens et faire des choses qui ne sont pas éthiques, ça devrait pas être permis, quoi. Val qui met le statut d'apporteur d'affaires est moins contraignant que la vente pure. D'accord. je sais pas trop quoi dire de plus. Qu'est-ce que t'entends par apporteur d'affaires exactement? C'est-à-dire, c'est VRP, c'est ça un peu l'idée? Ou je sais pas exactement ce que tu entends, mais en tout cas, je veux bien te croire sur ce sujet-là. Les amis, voilà pour ce que je voulais vous présenter. Je regarde, il me semblait que j'avais un autre article, voilà.
du blog du modérateur. Je pense que je vous en ferai part. Attendez, quelle heure il est? 9h15. Ouais, je vais quand même rapidement le brosser. Boost de référencement en ligne, site Home Sandwich, d'accord, ok, je vois. Donc on va rapidement brosser l'article suivant, qui est un article du blog du modérateur et Adobe qui est au cœur d'une polémique. Potentiellement, donc Adobe serait accusé d'utiliser des créations de ses clients pour entraîner son intelligence artificielle. Hello Ren Sushili, hello, bienvenue à toi, très content de t'accueillir ce matin. Donc rapidement, sur cet article du blog du modérateur, un flot de critiques qui s'est abattu sur Adobe en ce début d'année. La firme analyserait les créations de ses clients à leur insu, c'est là que c'est un peu... c'est pas ouf, afin d'entraîner ces modèles d'intelligence artificielle. Plus clairement, les créateurs se demandent si le travail sur le logiciel d'Adobe, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, etc., enfin toute la suite, ne serait pas finalement exploité pour permettre d'entraîner des IA et dans le but de pouvoir reproduire certains processus complexes créatifs à l'avenir. Voilà, c'est tout le sujet de la polémique. Et donc face à cette polémique grandissante, Adobe dément. Et ils expriment dans une interview: nous n'avons jamais utilisé quoi que ce soit dans notre base de données pour entraîner un modèle d'IA générative. C'est ce qu'il avance en tout cas. Et donc le chef de produit d'Adobe qui a précisé que la stratégie d'Adobe n'était pas destinée à générer des images, mais juste à permettre d'analyser des produits existants et améliorer leurs fonctionnalités. Alors comment cette polémique elle est apparue? En gros, il y a eu une case à cocher qui est que l'on a découvert. Donc début janvier, une option cachée par défaut dans les paramètres d'Adobe a été mise en lumière. On peut y lire donc: Adobe peut analyser votre contenu en utilisant des techniques telles que l'apprentissage automatique, par exemple pour la reconnaissance des formes, afin de développer et d'améliorer nos produits et services. Voilà. Et donc ça a fait un petit peu polémique. Il y a un compte, donc le compte de Krita notamment, qui a un éditeur open source qui a relevé un petit peu ça et qui l'a mis en lumière. Et donc certains créateurs qui en ont déduit que l'éditeur de logiciel utilisait les créations des clients pour entraîner des modèles d'IA générative. Ils ont également critiqué Adobe pour avoir fait de cette option d'analyse une option activée par défaut sans que les clients le sachent vraiment. Et donc voilà, les utilisateurs devaient décocher dans les paramètres s'ils ne souhaitaient pas que leur création soit analysée. Donc c'est pas terrible, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un peu technique un dark pattern. C'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs une vidéo de Bastille qui porte là-dessus, que je vous invite à aller voir, qui est assez intéressante. Donc l'idée c'est que de façon plutôt consciente et mal intentionnée, on va dire, vous utilisiez en fait votre interface, enfin l'UX de votre interface, pour tromper, on va dire, vos utilisateurs. C'est-à-dire que l'exemple type, c'est une case qui est cochée par défaut et qui en fait... voilà, typiquement comme celle-ci, de dire ok, on a le droit d'analyser si vous ne décochez pas cette case, quoi. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans le détail du dark pattern, c'est un petit peu plus, je dirais, fin que ça. Mais grosso modo, l'idée d'un dark pattern, c'est de dire, dans la conception de mon design et dans mon parcours client, mon parcours utilisateur, dans un formulaire par exemple, vous allez utiliser en fait pas mal, vous allez vous servir je dirais soit de biais cognitifs, soit sinon voilà, la vidéo sur les dark patterns, merci Jojo. Et donc vous allez vous servir un petit peu de certains biais cognitifs. Vous allez rendre ça pas facile à comprendre, et surtout en gros les utilisateurs pourront très facilement se tromper, et c'est fait exprès en fait pour arriver à vos fins, quoi. Voilà. Donc ça c'est des pratiques qui sont très très douteuses et qui sont vraiment pas terribles, quoi. Jean-Marc, je ne suis même pas étonné. Elle n'est pas la première grosse entreprise à abuser de ses clients. Ouais, clairement, après, et c'est surtout que, alors, ce qui disait un petit peu dans l'article aussi, c'est que, voilà, on connaît un peu l'appétence d'Adobe à vouloir en fait utiliser l'intelligence artificielle. Ils sont assez ouverts là-dessus. Récemment, il y avait une question notamment qui avait été posée sur est-ce qu'il fallait, oui ou non, permettre, tu sais, tout ce qui est banque d'images en fait, quand par exemple on a besoin d'images ou de vidéos ou ce genre de choses pour des montages, ce genre de choses, on peut utiliser des banques d'images
qui sont payantes ou gratuites, ça dépend. Et donc Adobe par exemple, ils ont Adobe Stock qui est une banque d'images et de vidéos. Et donc tous ces acteurs un peu qui ont leur propre banque d'images se posaient la question, est-ce que oui ou non on peut au travers on peut utiliser des images et les vendre si ça a été généré par une intelligence artificielle, puisqu'il y avait la question du droit d'auteur. Est-ce que en gros quelque chose qui est généré par une IA, est-ce que ça appartient à la personne qui a utilisé l'outil? Est-ce que ça appartient aux développeurs qui ont fait l'outil? Enfin voilà, toute la question était là. Et donc est-ce qu'on peut derrière vendre tout ça? Et donc Adobe s'était positionné, ils ont dit nous sur Adobe Stock on autorisera moyennant une mention, il faut explicitement dire ça a été fait par une IA, mais les gens pourront acheter et vendre des créations qui ont été faites via intelligence artificielle. Et donc voilà, ils se sont positionnés là-dessus. Là on parle d'un cas qui est encore différent, c'est de dire on va utiliser toutes les créations, parce qu'il y a des gens peut-être qui ne veulent pas faire appel à de l'IA, qui sont simplement sur Photoshop pour faire de l'illustration, enfin pour faire du dessin, ou sur Illustrator pour faire de l'illustration. Et en gros on exploite toutes leurs créations à des fins voilà, d'entraîner. Et donc en gros un jour tu vas utiliser une IA comme ça pour tester, et tu vas voir qu'en gros ça ressemble étrangement à un truc que tu as créé il y a quelques années, quoi, tu vois, c'est un peu l'idée. Norton, BMW de mémoire a abusé de leurs clients, et je ne parle même pas des supports sociaux. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, c'est un secret de polichinelle, hein, on est complètement d'accord. Sachant qu'en plus, il y a une notion de législation qui diffère aussi entre les pays. Donc oui, clairement, il faut pas dire... c'est quelque chose qui est quand même... dont la majorité des gens ont conscience. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà les amis, on a fait le tour des actus à la une, donc je vous propose rapidement qu'on passe, je vois qu'il est 9h23, on va rapidement terminer avec un petit jeu qu'on va faire tous ensemble. Donc celles et ceux qui découvriraient, qui seraient là pour la première fois, on va faire un Gartic. Alors je vais réexpliquer comme à chaque fois très rapidement les règles, c'est pas très compliqué, je vous rassure. Hop, j'ouvre mon petit Gartic. Donc l'idée c'est que j'aime bien généralement terminer les matinales par un petit jeu qu'on appelle Gartic Show. Donc je ne sais pas si vous connaissez, l'idée de ce jeu c'est que en gros je vais peut-être passer sur la bonne scène, hop, voilà, ça sera mieux. C'est que je vais dessiner en fait, non, alors effectivement Val, tu fais bien de le relever, c'est-à-dire que de base il y a un jeu qui s'appelle Gartic Phone. Là c'est pas Gartic Phone, c'est Gartic Show, je pense que c'est plus ou moins, c'est fait par les mêmes éditeurs je pense, et c'est plus ou moins la même idée. C'est-à-dire que de mémoire, le Gartic Show, il faut dessiner en fait une phrase qui est dite, et puis après tu passes à ton voisin, etc. Je crois que c'est ça l'idée du Gartic Show, du Gartic Phone. Nous, le Gartic Show, c'est en gros je vais dessiner quelque chose pour vous faire deviner un mot, un ou plusieurs mots, je vous dirai à chaque fois si c'est un mot ou un mot composé. Et donc en fait l'idée c'est que ce mot est en rapport avec une actualité. Voilà. Donc en gros je vous fais deviner un peu une actu au travers de... Voilà, je dessine quelque chose, vous devinez le mot, je vous donne des petits indices. Et comme ça, je vous lis l'actualité qui est en lien avec ça. Donc si ça vous va, on va commencer dès à présent. On va jouer ça en 5 manches. Pour participer, vous n'avez rien besoin de faire si ce n'est écrire dans le chat. Donc c'est les mots que vous balancez dans le chat sont pris en compte. Et la première personne qui arrive à deviner le mot remporte des points. Donc les points sont attribués en fonction de si vous répondez vite ou pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous pouvez spammer le chat, hein. Vraiment, allez-y. Il n'y a pas de limite de tentative. Mots personnalisés avec accent. Alors, les accents, les majuscules, c'est sûr qu'ils s'en fichent. Donc, vous vous embêtez pas avec les majuscules. De toute façon, j'ai écrit toujours en minuscules de mémoire. Et je pense pas qu'il y ait de notion d'accent et tout. Ouais. Franchement, je crois pas. Après, voilà, je préfère vous le dire avant. Souvent, il y a des gens qui vont écrire la réponse au même moment. Et le problème, c'est que ça dépend après de votre connexion ou autre. Peut-être que vous allez voir sur vous que vous l'avez écrit en premier, mais c'est parce qu'en fait, le temps que ça envoie et que tout le monde reçoit, voilà, donc c'est au niveau de Twitch que ça se passe. Allez, on va tester ça rapidement. Donc, mettez-vous bien sur le chat et tenez-vous prêts pour écrire. Merci beaucoup, Sora, qui fait partie de la commu et qui nous rejoint. Merci à toi. Donc, je vais ouvrir mes petits articles déjà. Hop. Je vais commencer avec un simple, histoire que tout le monde puisse un petit peu s'échauffer, ok? Moi y compris. Allez, on démarre avec le premier. Donc, est-ce que ma caméra est bien placée? C'est bon. Je vais démarrer. Hello Clétos, bienvenue à toi. Très content de t'accueillir.
Ah mince, je me suis trompé, j'ai pas mis les mots personnalisés, je recommence. Hop. Allez mon petit, tu peux le faire. Non. Ah, il faut que je quitte la partie visiblement. Voilà. Ok, donc mot personnalisé 90 secondes, 5 manches, on est bon, je démarre. Alors on va commencer avec un premier mot, ça va être un mot unique, c'est pas un mot composé, et vraiment très simple, d'accord? C'est histoire de s'échauffer. Hello Sony, coucou à toi, très content, t'arrives pile poil pour le Gartic Show, donc si t'as envie de participer, n'hésite pas, c'est directement dans le chat, tu peux faire tes propositions, je dessine quelque chose et vous essayez de deviner le mot, et comme ça, moi je vous lis l'actu en rapport avec ce mot. Alors je vais mettre un dessin sous les yeux parce que sinon j'y arrive pas. Voilà, c'est simple ça. Allez, je démarre avec un vraiment très simple, hein. C'est parti. Alors je vais essayer de vous tromper un peu en ne mettant pas les bonnes couleurs. Alors en général, ce petit jeu... Non, c'est pas TikTok, Bob. En général, Bob et Alexis s'en sortent très très bien. Afida également, je sais pas si elle est présente. Mais non, ce n'est pas ça. On commence avec un premier très simple, les amis. Vraiment très simple. C'est pas VR. Allez, premier mot deviné par Sony. Sony qui arrive et bam, d'entrée, il rentre dans le classement. Bravo à toi. C'était YouTube, le premier mot que je voulais vous faire deviner. Pourquoi YouTube? On commence avec, voilà, avec cette petite actu. Donc YouTube qui veut lancer des chaînes de télé gratuites. Ouais, machine, GG à toi. Des chaînes de télé gratuites, donc aux USA déjà YouTube propose des services, voilà, c'est déjà en place, YouTube TV, donc qui est donc un abonnement payant qui donne accès à des chaînes télé. Sur son marché domestique, YouTube propose également une plateforme qui permet d'utiliser les abonnements d'autres services de streaming comme Showtime, Stars ou Paramount+, sans quitter son application. Et donc actuellement il y a aussi un petit catalogue de films accessible sur YouTube gratuitement mais avec de la publicité. Et donc là l'idée c'est que voilà, pour capter un petit peu plus d'audience que de la télé traditionnelle, YouTube pourrait prochainement lancer dans le streaming des chaînes de télé gratuites mais avec de la pub. Voilà, donc l'idée c'est que vous pourriez avoir accès à vos programmes télé accessibles d'habitude sur la télé traditionnelle, un peu comme Molotov ou ce genre de choses, mais là du coup ça serait gratuit moyennant publicité. Enfin en gros vous allez vous prendre des pubs quoi. YouTube pourrait se lancer dans un type de service appelé le FAST, ou télévision en streaming gratuite financée par la publicité, et le fonctionnement de cette plateforme pourrait être comparable à l'offre de streaming de Pluto TV. Ce site donne accès à des chaînes gratuites et permet d'accéder à un catalogue de films et de séries. Voilà, ça c'était pour la première actu. On enchaîne rapidement du coup avec le mot suivant. Alors, je mets ça sous les yeux. Ça va être composé d'un seul mot. Je mets toujours au singulier. Enfin, je vais mettre au singulier. Il n'y a pas de notion de pluriel. Tac. Donc, préparez-vous. Hop, je mets ça. Ça va être un mot relativement simple qui est vraiment dans le vocabulaire, on va dire, digital. Alors, attendez. Je vais mettre un truc sous les yeux pour avoir une référence aussi. Tac. Ok, c'est parti. Un seul mot, les gens. Un seul mot. Alors. C'est pas smiley. Oh, bien joué Bob. Bien joué Bob. Le mot c'était emoji. Emoji, c'était pas emote. Ah, vous étiez pas loin. Il y avait emote, emoticon. Il y a Alexis qui a deviné, qui a mis emoji. Super Burno également. Mais Bob a été plus rapide. Je suis désolé. Hello Erwan, bienvenue à toi. Très content de t'accueillir. Alexis, il a mis un S de trop. Ah mince, c'est vrai? Ah oui, effectivement, Alexis était le premier, mais il a mis un S. Et j'avais précisé, j'ai dit, il y a pas de... J'ai dit c'est au singulier, il n'y a pas de pluriel. Coucou Erwan,
Bienvenue à toi. Si tu veux jouer avec nous, n'hésite pas, hein. Je vous fais deviner des actualités en fait en dessinant. Je fais des petits dessins. En fait, je vous fais deviner un mot et c'est un mot en rapport avec une actu du web. Donc voilà. Pourquoi je vous parle d'emoji? C'est une actu du blog du modérateur qui a listé du coup les nouveaux emojis qui allaient sortir donc très prochainement. Après la sortie de Unicode 15.0 en septembre dernier, Emojipedia présente les emojis suggérés pour Unicode 15.1. Au total, ce sont 578 nouvelles combinaisons qui sont proposées, un chiffre conséquent mais qui implique toutefois 572 modifications d'emojis existants avec la possibilité de choisir la direction de l'emoji, gauche, droite, haut, bas. Et parmi les emojis concernés, on retrouve donc celui de l'homme qui marche, la surfeuse ou la voiture. Et puis également 6 nouveaux emojis proposés, donc vous les avez là. L'emoji citron vert, le champignon brun, allez savoir pourquoi, la chaîne brisée, le visage qui hoche la tête pour dire oui et celui qui hoche la tête pour dire non. Et il y a le phénix. Alors ça m'a refait de me dire qu'il y aurait un petit phénix qui était inclus comme... comme emoji. Ouais, trop cool comme concept. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour t'expliquer rapidement, quand même, au début, on fait des actus un peu à la une. Donc, je lis de l'actualité en lien avec le web. Et puis après, on fait voilà, cette façon qui est un petit peu plus ludique de découvrir l'actu. Voilà, sortie prévue septembre 2023. Voilà, donc pour avoir une petite date et donc une mise à jour des emojis que vous verrez popper d'ici pas si longtemps que ça finalement. Avec ces petites nouveautés. Allez, on continue du coup. Donc Bob qui a pris quelques points. Je pense que Sony est toujours en tête visiblement, mais ça va se jouer, ça va être serré. Alors du coup on continue, il reste encore 3 manches. On va partir sur quelque chose d'un poil technique. Je vous le dis les amis, un poil technique, pas beaucoup, mais hop. Ok, c'est bon, j'ai la ref. C'est parti. Bon, je suis désolé, en règle générale, je ne... la règle voudrait qu'on ne dessine pas de lettres, mais là, honnêtement, c'est très compliqué de faire ça. Allez, donc ça va être un mot complet, qui va être un mot un peu technique, mais voilà, écoutez, on parle de web, donc ça fait partie un peu de... Ça fait un peu partie du truc. Allez, c'est parti. Hop. N'hésitez pas à tester. Oh là là, trop rapide. Bien joué, Lupa, qui a deviné JavaScript. J'ai pas eu le temps de dessiner le logo. Là, t'as été machine sur le coup. T'as été vraiment très très rapide. Il y avait MoQG également qui avait deviné, JavaScript, mais malheureusement moins rapide que Lupa. Et c'était pas Angular, non. Pas Angular et ni antivirus, désolé. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que c'était la semaine dernière d'ailleurs qu'on en avait parlé. Il y avait eu la sortie du coup de... il y avait eu la sortie du State of JS, on en avait parlé justement avec JP, et donc là un petit article de ZDNet dont je voulais vous parler, je crois que c'était la semaine, je voulais en parler la dernière fois, mais on n'a pas eu le temps, on était pris un peu de cours, et donc il y avait eu le State of JS, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est on va dire une espèce de bilan de ce qui s'est passé au niveau de l'utilisation de JavaScript, qui est donc un langage pour faire du web, et donc là ils font, j'aime bien cet article parce qu'ils font en fait un résumé. Des fois le State of JS c'est pas hyper pratique à interpréter et à comprendre. Là, ils ont vraiment très rapidement résumé un peu ce qui était utilisé plus ou moins pour développer des sites internet en JavaScript. Donc voilà, d'abord, ils mettent en avant le fait effectivement que Electron reste la boîte à outils la plus utilisée. Dans le domaine du développement d'applications mobiles et bureaux, la bibliothèque ayant le taux de rétention le plus élevé est Tori, par contre. Donc ça, je ne connaissais pas Tori, qui est donc une boîte open source relativement récente qui permet de créer des applications de bureau multiplateformes à l'aide de technologies web comme le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc j'imagine un concurrent à Electron. Et qui est écrit sur du Rust. Voilà, basé sur du Rust, donc un langage qui se développe pas mal ces dernières années. Electron reste l'outil le plus utilisé. Et puis voilà, côté framework front-end, React qui est donc utilisé avec 82%, suivi d'Angular 48% et Vue.js à 46%. Donc Vue.js, j'ai l'impression que c'est un peu moins dans la hype. Je pense qu'il y a encore quand même pas mal de gens qui l'utilisent, mais voilà.
Et puis l'utilisation de Svelte à noter qui est passée de 7,8% en 2019 à la 4e place, donc 21%. Donc là vraiment croissance fulgurante. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ouais, le côté serveur, donc le framework le plus utilisé Next.js, 48% suivi de Gatsby 23%. Donc voilà, Next.js qui est vraiment très très utilisé, qui est vraiment devant. Cependant, Astro et SvelteKit sont en tête à l'échelle de la rétention, puisqu'en fait, ils notent d'abord qu'est-ce qui est le plus utilisé, puis aussi qu'est-ce qui a le plus de rétention, qu'est-ce qui, en gros, est un peu dans la hype, on va dire. Et puis TypeScript aussi, voilà, qui gagne en popularité. Et donc, voilà, ils disent que sur les 27 000 personnes qui ont répondu à la question concernant la version de JavaScript qu'elle utilise, 98% ont déclaré utiliser TypeScript. Et pour donner une idée, ce qui va derrière, ce qui va après TypeScript, c'est ELM avec en deuxième position 2,3%. Donc autant dire que TypeScript bouffe le marché. Voilà. C'était le côté un peu technique. Peut-être que tout le monde n'est pas tech dans le chat, mais ça fait partie un peu des sujets qu'on aborde sur cette chaîne. JP qui met vu c'est pas dans la hype, oui et non, la communauté porte énormément de nouveaux outils, notamment vite. Ouais, non mais je dis pas que c'est pas que c'est pas utilisé, hein, attention, mais je pensais, tu vois, je pensais pas que Angular était en deuxième position. Pour moi, il y avait React et Vue derrière, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que quand même React a vachement d'avance par rapport à Vue. Après, la communauté est quand même grosse. Ce qui fait aussi, je pense, la popularité de React et qui rassure, on va dire, beaucoup de grosses applications et autres à utiliser React, c'est que derrière, il y a Facebook. Là où Vue, c'est une personne et une commu, en fait, qui est quand même remarquable. Hein. Ça, je dis pas. Mais voilà. Ok, donc on enchaîne du coup rapidement. Hop. 1, 2, 3. J'enchaîne avec un autre mot. Alors, on va voir si vous avez bonne mémoire. Vous allez comprendre. Je vais dessiner du coup un mot. En un seul mot. Je vais faire mon petit dessin. Normalement, vous devriez arriver à le deviner. Allez, c'est parti. Tac, c'est bon. Alors ça part comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh là là, qu'est-ce que je suis mauvais. Oh, bravo. Bravo Jojo. Jojo Panépis qui a deviné. Je dis vous pouviez deviner et voir si vous avez bonne mémoire parce que on en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est DeepL. DeepL qui est un. Ça bug. Ah, désolé Atomisty. Je suis désolé. J'ai pas trop la main sur ça et je peux pas faire beaucoup plus. Ouais, c'est des outils tout prêts que j'utilise. Voilà, c'est un truc Gartic Show que d'autres streamers utilisent. Pourquoi je vous parle de DeepL? On en a parlé la dernière fois. Je vous avais parlé la dernière fois de. Donc, pour celles et ceux déjà qui ne connaîtraient pas, DeepL, c'est un outil qui permet de faire de la traduction, un genre de concurrent à Google Trad, mais boosté à l'intelligence artificielle. Et donc là, ils ont sorti, il n'y a pas très longtemps, on en a parlé parce qu'en fait, ils ont passé, il y a un abonnement payant en fait, et la version gratuite va être beaucoup moins perf désormais pour favoriser la version payante. Et donc là, ils ont encore une nouveauté, ils ont sorti un nouvel outil qui s'appelle DeepLWrite, qui est un outil, DeepLWrite, désolé pour l'accent pété que j'ai, donc un nouvel outil gratuit pour améliorer vos textes en anglais. Alors ils disent que c'est en anglais parce qu'actuellement c'est uniquement pour la langue anglaise, mais ça va être pour toutes les langues. L'idée c'est que ça serait un outil qui vous corrigerait donc voilà toutes les fautes de grammaire, etc. Voilà, donc je vais lire ça rapidement. Logiciel de traduction en ligne, le logiciel de traduction en ligne DeepL vient de lancer DeepLWrite, un outil de rédaction basé sur de l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer ses textes, email, présentation, syntaxe, travaux scolaires. Donc c'est lancé en bêta public et donc uniquement disponible en anglais et en allemand pour le moment, mais je pense que ça va bouger au niveau des langues. Et gogo, j'y vais, bonne journée à tous, merci beaucoup et puis rendez-vous mercredi si tu veux nous rejoindre pour une nouvelle
Une nouvelle matinale. Et donc pour probablement d'autres langues qui seront à venir une fois que l'outil sera un peu plus perfectionné, l'outil est capable de suggérer à partir d'un texte des modifications en termes de syntaxe, de grammaire, de terminologie, de registre et de style. Voilà, donc c'est un outil beaucoup plus poussé. Actuellement, ils disent que sur le marché, il y en a un qui s'appelle Grammarly, que je ne connaissais pas personnellement. Mais voilà, ils s'attaquent à un tout nouveau marché du coup DeepL. En plus de la traduction, ils vont permettre comme ça de corriger des fautes de syntaxe et autres. Donc voilà, une expérience encore plus poussée. Et donc, ben voilà, à tester, puisque pour le moment, c'est en version bêta en anglais, mais quand ça sera en français, pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, ben vous pourrez bien sûr le tester. Ok, c'est serré, hein, c'est serré, on a 4 personnes, et là, on a une dernière manche. Alors, je vous cache pas que normalement, il y a une personne qui va être favorisée, on va dire, dans les 4 qui sont là, il y a une personne qui devrait assez facilement deviner, mais je sais pas comment je vais vous faire deviner le mot. Ah, attendez, laissez-moi réfléchir, que je dise pas de bêtises. Attendez. Ouais, j'ai peur que le mot soit un peu complexe. Il faudrait que je trouve un mot un peu dérivé qui soit plus simple. Tac. Ah, je sais pas comment vous faire deviner ça. Ça m'embête. Bon, je vais faire quelque chose de plus simple, parce que sinon, j'ai peur que ce soit trop compliqué à faire deviner. Allez, c'est pas grave. Dernier mot, du coup, on va faire quelque chose de plus simple, ça va être un logo. Ok. Donc un seul mot. Deux mots, pardon. En deux mots. Et ça sera le dernier, voilà, pour l'actualité qui sera en lien. C'est pas ChatGPT. C'est parti. Hop. Tac, donc je vais prendre la bonne couleur parce que ça sera plus simple. Ouais, c'est pas vraiment cette couleur là, mais c'est... Ouais, allez, ça ira. Hop. Donc... Non, c'est pas vrai. J'ai pas dessiné. Oh putain, OMG, j'ai pas dessiné. Ah, je suis dégoûté. La personne qui était avantagée, c'était toi, Sony, parce que c'est une actu que j'ai vu passer via ta... Comment ça s'appelle? Via ton thread. Donc je vous rappelle, évidemment, ça m'arrive de temps en temps. N'hésitez pas à aller follow Sony, puisqu'il a une super... attendez, je vous montre ça rapidement. Hop, Sony. Il a un thread Twitter tous les jeudis, donc ça s'appelle le Jeudi c'est gratuit. C'est vraiment très très cool. Et ça permet en fait d'avoir un tour de... Voilà, on va dire, il va vous lister tout un tas de petites ressources, etc. à découvrir en rapport avec le design, etc. Et c'est vraiment très très cool. Et donc l'actu dont je voulais parler, qui est plutôt en fait une ressource que je vous donne grâce à ça, que j'ai découvert grâce à sa petite newsletter, on va dire, son thread, c'est ce site qui s'appelle Motionimo et qui est vraiment très très cool. Je l'ai partagé hier d'ailleurs à Paul, qui répertorie en fait tout un tas d'outils, plugins, etc. En fait, c'est une espèce d'agrégateur de ressources si jamais vous êtes dans le motion design ou ce genre de... Voilà, ou dans le design de façon globale. Donc vous pouvez cliquer et filtrer en fait. Donc là vous avez une liste d'outils, vous avez pour faire de la veille, vous avez pour faire de la formation, vous avez des podcasts, enfin voilà, vraiment beaucoup de ressources, des livres à lire, etc. Et donc à chaque fois vous pouvez accéder à la ressource et puis aller voir ça. Et c'est vraiment très très cool, je trouve ça super bien fait. Sony qui précise... alors attendez, je lis vos commentaires, désolé, j'ai pas lu au fur et à mesure. Tac. Ah ouais, Bob, juste à la couleur. Non mais il a été solide, trouver After Effects alors que j'ai pas eu le temps de dessiner. Écolo, la page blanche, exactement. Sony qui met, c'est FR, c'est un gars qui sur un Discord où je... Ah d'accord, ok. C'est un gars t'es sur un Discord avec lui et du coup il t'a... Ok. C'est fait en Webflow, d'accord. Check la page outils expression, vas-y, je regarde ça. Outils expression. Ok. Ah yes, donc les expressions en After, c'est ça, pour pouvoir faire de l'anime beaucoup plus poussé. C'est ça, si je me trompe pas.
Ressources pour apprendre les expressions sur After Effects. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas After Effects, After Effects est un outil, un site en fait qui permet de faire du motion design, c'est-à-dire en gros vous avez une illustration ou voilà un dessin ou autre et vous voulez l'animer en fait, d'accord? Donc j'explique de façon très grossière. Et donc l'un des outils on va dire les plus utilisés c'est After Effects qui fait partie de la suite Adobe. Et dans After Effects vous avez possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des expressions, c'est-à-dire c'est des espèces de formules qui vont vous permettre facilement d'animer de façon un peu plus complexe. Voilà un petit peu l'idée. Ok, ah ouais, c'est cool. Très très cool. C'est une espèce de cheat sheet, on va dire, des expressions, quoi. Et c'est bien parce que je vois qu'ils mettent Jitter aussi. Jitter, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, qui a une alternative en ligne, on va dire, à After Effects. Donc c'est cool, ils sont vraiment vraiment à jour, quoi. Ok, bah, cool cette ressource, vraiment très très cool. Et en tout cas, bravo pour ce que tu fais, Sony, parce que moi, voilà, tous les jeudis, je regarde ça vraiment de façon très assidue et de temps en temps, il m'arrive d'aller en prendre certaines et de dire regardez, Sony nous a partagé ça, c'est vraiment très très cool. Donc voilà.